I think in Florida now, anyone can hunt a python and you get a prize too, you get money. À l'aube, la lumière se lève sur les Everglades de Floride, comme sur un miroir vivant, des kilomètres d'herbe haute frémissant au-dessus d'une eau immobile, des hérons figés dans le silence, la brume flottant comme un voile ancien. Tout semble paisible, intouché, éternel, mais sous cette beauté, quelque chose d'étrange rampe. Depuis des décennies, ce paradis naturel, autrefois l'un des plus riches écosystèmes du monde, s'effondre lentement, pas à cause d'une marée noire, pas à cause des humains, mais à cause d'un envahisseur venu de l'autre bout de la planète, un prédateur si puissant, si parfaitement adapté que rien ici ne sait comment l'arrêter. Le python birman, originaire d'Asie du Sud-Est, il a transformé les marécages de Floride en son propre royaume. Et ce règne n'a pas commencé par hasard, il a commencé par une erreur humaine. Dans les années 1900, on parlait de 1990, le commerce d'animaux exotiques était en plein essor. De petits pythons, luisants et dociles, se vendaient dans les animaleries et les marchés. Ils semblaient inoffensifs, un reptile de compagnie pour curieux ou collectionneurs. Mais ces bébés serpents ont grandi. Très vite. En quelques années, certains ont atteint plus de 5 mètres. Trop grands, trop forts, impossible à garder dans un salon. Alors, un à un, leurs propriétaires s'en sont débarrassés. Certains les ont relâchés dans les canaux, d'autres dans les marais. Et puis en 1992, l'ouragan Andrew a frappé. Il a détruit des dizaines d'élevages de reptiles, libérant dans la nature des centaines de pythons. Ce jour-là, sans le savoir, la Floride a ouvert la porte à une invasion. Pour le python, c'était le paradis. De la chaleur, de l'eau, des cachettes infinies et des proies naïves. Des animaux qui n'avaient jamais connu un prédateur pareil. Ici, aucun ennemi, aucune limite. Une femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs par an. Et avec des milliers de femelles dans les marais, la population a explosé. Bientôt, les biologistes ont découvert des serpents partout, jusque dans les jardins, près des routes, parfois même dans les canalisations. Puis, les signes de destruction se sont multipliés. Là où les pythons s'installent, la vie disparaît. Ratons laveurs, opossums, lapins des marais, effacés. Même les cerfs et les lynx ont commencé à reculer. Un python a été retrouvé avec un cerf entier dans son ventre. Un autre a été filmé affrontant un alligator. Les deux sont morts, et le pire c'est que chaque disparition en entraîne d'autres. Sans petits mammifères, plus de proies pour les oiseaux de chasse. Sans charognards, les cadavres s'accumulent, bouleversant le sol et les cycles naturels. Peu à peu, les Everglades cessent d'être un équilibre, pour devenir un empire en train de s'effondrer. Les chasseurs humains se sont lancés dans la bataille. Ils ont marché dans l'eau jusqu'à la poitrine, armés de lampes frontales, de machettes, de drones. Chaque serpent capturé semblait une victoire. Mais pour un python éliminé, 10 autres naissaient de quelque part, invisibles, silencieux. Des millions de dollars ont été dépensés, des primes, des pièges, des programmes de recherche. Rien n'a changé. Le serpent s'adapte, l'humain s'épuise. Alors un jour, une idée folle a surgi. Et si plutôt que de combattre le python par la force, on essayait de le tromper? Quelque chose d'étrange s'est alors mis à bouger dans les herbes à l'aube. Ça ressemblait à un lapin, doux, immobile, presque vivant, mais ce n'était pas un animal. Quand les autorités ont compris que l'invasion des pythons échappait à tout contrôle, elles ont eu une idée typiquement humaine. Transformer la peur en défi. Si on ne pouvait pas les arrêter, alors autant faire de la chasse un jeu. En 2013, la Floride lança la première Python Challenge, un concours ouvert à tous. Le principe ? N'importe qui pouvait s'inscrire, recevoir une formation express, puis partir dans les marécages pendant 1 mois. Chaque serpent capturé rapportait une récompense. C'était audacieux. Peut-être désespéré, mais pour beaucoup, c'était aussi une aventure. Plus de 600 participants sont venus des 4 coins du pays. Des aventuriers, des vétérans, des amateurs, des curieux. Certains débarquaient avec des bateaux à air, d'autres avec des lampes fixées sur le front, des machettes à la ceinture et des rêves de gloire. Les caméras de télévision suivaient leurs pas. L'atmosphère ressemblait à un mélange de jeux télévisés et d'expéditions de survie. Pendant des jours, les marais ont résonné de bruits de moteurs, de cris, de rires nerveux. On scrutait les herbes pour y repérer la lueur d'une écaille, la forme d'un corps immense. Mais la nature ne se laisse pas battre par le spectacle.
Après un mois de chasse, le verdict tomba. 68 serpents capturés. 68. Sur des dizaines de milliers. Une goutte d'eau dans l'océan vert des Everglades. Les biologistes l'ont vite compris. Sur le plan scientifique, cette victoire n'était qu'un symbole. Mais l'État, lui, ne pouvait pas abandonner. Le Python Challenge est devenu annuel. Les primes ont augmenté, les formations se sont améliorées, les chasseurs se sont équipés de caméras thermiques et de jumelles à vision nocturne. Certains attrapaient des dizaines de serpents par saison. Le record, un python de plus de 5 mètres. Les gagnants étaient salués comme des héros, mais les scientifiques, eux, faisaient un autre calcul. Même avec toutes ces captures, la population totale des pythons continuait d'augmenter. Les modèles mathématiques étaient impitoyables. Chaque année, plus d'œufs, plus de couvées, plus de zones envahies. Alors la compétition cessa d'être un jeu. En 2017, les autorités lancèrent un programme plus strict, plus professionnel. Le Python Elimination Programme. Fini les amateurs. Désormais, seuls les chasseurs agréés pouvaient participer. Ils étaient payés à l'heure et recevaient une prime supplémentaire selon la taille du serpent qu'ils capturaient. Les patrouilles s'organisaient de nuit sur des barques glissant silencieusement entre les canaux. Les lampes balayant les berges cherchant un reflet d'écailles. C'était dangereux, harassant, parfois solitaire, mais les captures augmentaient, année après année. Et pourtant, les serpents restaient là, toujours aussi nombreux, comme si chaque python tué libérait la place pour 2 autres. La métaphore que les biologistes employaient était cruelle. Essayer de stopper l'invasion, c'est comme éteindre un incendie avec des ciseaux. Le coût devenait insoutenable, des millions dépensés pour un résultat presque invisible. Même la technologie semblait impuissante. Les fameux serpents Judas, des pythons munis de balises pour trahir leurs congénères, donnaient des indices utiles mais insuffisants. Le territoire était trop vaste. 1,5 million d'acres de marécages, d'îlots et de canaux où le silence avale les traces. Alors les autorités ont dû admettre l'impensable. L'humain ne pouvait pas gagner. Pas seul. Et c'est à ce moment précis que l'espoir est venu en remuant la queue, parce que les prochains chasseurs ne porteraient pas de bottes ni de lampe frontale. Ils auraient un flair infaillible, un cœur fidèle et un instinct vieux de plusieurs millénaires. Quand les primes, les concours et les programmes officiels échouèrent, la Floride comprit qu'il fallait un nouveau type de chasseur. Pas un homme, pas une machine, quelque chose de plus ancien, de plus instinctif. C'est ainsi qu'en 2020, 2 alliés inattendus firent leur entrée dans la guerre contre les pythons, Truman et Eleanor. Truman, un labrador noir, au regard doux, mais au nez redoutable. Eleanor, une berger hollandais, vive, courageuse, d'une précision presque militaire. Leur mission ? Sentir l'invisible. Pendant des mois, leurs dresseurs les ont formés à reconnaître une odeur que l'humain ne peut pas percevoir. La trace musquée que laisse un python sur la terre, les plantes ou même sous l'eau. On cachait des serpents dans des caisses, dans les herbes, sous des troncs trempés. Et à chaque fois, les chiens les trouvaient, sans erreur. Puis, ils furent envoyés sur le terrain, dans l'enfer vert des Everglades. Sur de longues laisses, équipées de gilets refroidissants et de petites bottes pour protéger leurs pattes du tranchant des roseaux, Truman et Eleanor avançaient lentement, museau au ras du sol. Leur maître suivait derrière, GPS en main, guettant le moindre changement de rythme. Quand le signal arrivait, il était toujours le même. La queue qui se fige, le corps tendu, et ce silence, lourd, suspendu. Quelques secondes plus tard, le faisceau d'une lampe révélait une silhouette ondulante, des écailles, des anneaux, un serpent. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. En quelques semaines, les 2 chiens retrouvèrent des pythons que les biologistes cherchèrent depuis des mois. Chaque sortie était une victoire. Mais dans les Everglades, la victoire a toujours un prix. La chaleur était écrasante. L'eau, remplie de dangers, alligators, serpents venimeux, moustiques, par milliers. Les chiens revenaient épuisés, parfois blessés. Leurs dresseurs devaient les hydrater, vérifier chaque coupure, leur enfiler des protections pour éviter les morsures de coton-mousse. Et malgré tout, Truman et Eleanor continuaient, jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose que personne n'avait anticipé. Chaque piste qu'ils suivaient menait non seulement à un serpent, mais à d'autres, à des nids, à des œufs,
à des zones entières de reproduction. En cartographiant leurs découvertes, les scientifiques ont compris qu'ils tenaient enfin la carte cachée de l'invasion. Des couloirs de migration, des points chauds, des zones que personne n'avait jamais repérées auparavant. Truman et Eleanor ne se contentaient pas de chasser. Ils révélaient la structure même du problème. Mais voilà, 2 chiens, aussi brillants soient-ils, ne pouvaient pas couvrir 1,5 million d'acres de marais. Étendre le programme exigerait des centaines d'équipes, des millions de dollars, une logistique titanesque. C'était un outil, pas une solution. Les chercheurs en sortirent admiratifs, mais frustrés. Ils avaient trouvé une clé, le pouvoir de l'odeur, de l'attraction, du piège invisible. Et une idée commença à germer. Si le parfum d'un lapin pouvait attirer un python, pourquoi ne pas créer un appât encore plus irrésistible ? Et c'est là que la science franchit une ligne qu'elle n'avait encore jamais osé traverser. Dans un laboratoire de Gainesville, un petit groupe de biologistes et d'ingénieurs se posa une question dérangeante. Et si le meilleur piège pour le python ressemblait à sa proie préférée ? Pas une proie vivante, pas encore, mais quelque chose qui bouge, qui dégage de la chaleur, qui sent la vie, un lapin, fait de métal, de circuits et d'espoir. À l'aube, dans la brume argentée des Everglades, quelque chose de nouveau s'est mis à bouger dans l'herbe, de petites formes rondes, douces, presque attendrissantes. Elles ressemblaient à des lapins, paisibles, fragiles, immobiles. Mais sous leur fourrure, rien n'était vivant. Ces créatures artificielles, conçues par des ingénieurs et des biologistes, avaient été créées pour un but unique, tromper le plus grand prédateur de Floride. On les appelait les roborabbits, les lapins du soleil. Chaque modèle était une prouesse d'ingénierie, un corps recouvert de fausses fourrures, des capteurs thermiques, des diffuseurs d'odeurs synthétiques imitant le muscle d'un vrai lapin et de minuscules moteurs capables de faire frémir les oreilles ou tressaillir les pattes. Leur chaleur imitait celle d'un animal vivant, leur odeur flottait dans l'air comme un parfum familier, et leurs yeux abritaient des caméras reliées à des transmetteurs solaires. Alimentés par le soleil, ils pouvaient fonctionner des semaines sans intervention humaine. Les scientifiques les installaient dans des cages protectrices, assez solides pour résister aux alligators et aux tempêtes, mais ouvertes aux serpents. L'objectif n'était pas de tuer, mais d'attirer, de comprendre. Au début, personne n'y croyait vraiment. Après tant d'échecs, ces petits lapins mécaniques semblaient presque ridicules face à la force tranquille des pythons. Mais la nature, encore une fois, réservait une surprise. Dès les premiers jours, les caméras se mirent à s'activer. Dans l'obscurité, les images montraient des pythons approchant lentement, leur langue fouettant l'air, leur corps ondulant dans la lumière de la lune. Certains s'enroulaient brutalement autour des lapins, croyant serrer une proie non vivante. D'autres s'approchaient prudemment, puis disparaissaient. Pour les chercheurs, c'était une révélation. Chaque attaque, chaque mouvement enregistré dessinait une carte invisible. Les routes de chasse, les zones de reproduction, les moments d'activité. Les lapins n'étaient pas seulement des appâts, ils devenaient des espions du marais. Grâce à eux, les scientifiques commencèrent à cartographier les territoires des pythons avec une précision jamais atteinte. Ils pouvaient prévoir leurs déplacements, comprendre leur schéma de migration et même repérer les nids avant l'éclosion. Mais chaque progrès avait un prix. Chaque lapin solaire coûtait près de 4 000 $. Et le climat des Everglades, chaleur, humidité, boue acide, détruisait les circuits plus vite que prévu. Pour maintenir le programme, il faudrait des millions supplémentaires. Malgré cela, une chose changeait. Pour la première fois depuis 30 ans, les humains avaient l'initiative. Ils ne subissaient plus l'invasion, ils la traquaient. Les Everglades, autrefois muettes, vibraient d'un murmure nouveau. Un bourdonnement discret de moteurs cachés sous la fourrure. Un souffle d'espoir mêlé d'inquiétude. Car une question demeurait, suspendue au-dessus des eaux comme une ombre. En essayant de piéger la nature, la Floride avait-elle trouvé la solution ou ouvert une porte qu'elle ne pourrait plus refermer ? Certains biologistes y voient une victoire, d'autres un avertissement, car dans le reflet de ces marais immenses, on ne sait plus très bien qui observe qui. Et au loin, dans les herbes hautes, quelque chose continue de bouger. Sous le soleil, la fausse fourrure, lui, un autre lapin se réveille, et quelque part, un python approche. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi, partage ton avis, et dis-moi,
Est-ce que la technologie peut vraiment sauver la nature, ou est-ce le début d'un nouveau piège que nous tendons à nous-mêmes